allons bientôt célébrer, dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, le centenaire de l'installation du commandement unique à l'occasion de la conférence de Doullens du 26 mars 1918. Et je me propose aujourd'hui de revenir sur cet épisode majeur de la fin de la guerre. Cette idée d'un commandement unique des armées alliées n'était pas totalement nouvelle. On avait bien vu en septembre 1914 comment Joffre avait réussi à obtenir du commandant en chef anglais French la participation du corps expéditionnaire britannique à la manœuvre qui allait permettre la victoire de la Marne. Ensuite, les deux armées avaient combattu côte à côte lors de la bataille de la Somme en 1916, mais il n'en restait pas moins que cette idée de commandement unique restait compliquée à mettre en œuvre. Il ne fallait pas froisser les susceptibilités des uns et des autres. Certes, la France, sur le plan militaire, c'est elle qui pesait le plus lourd dans la coalition, mais pour les Anglais, il n'était pas question que ce soit le commandant en chef de l'armée française qui puisse devenir le commandant unique des armées alliées. Autant, évidemment, pour le commandant de l'armée anglaise, le commandant de l'armée française à l'époque, c'est le général Pétain, les Anglais étant sous les ordres de Douglas Haig. Alors, la perspective du commandement unique va être un petit peu facilitée par le fait, nous allons le voir, que c'est Foch qui va finalement le recevoir, ce commandement, et comme il est bien connu que Foch et Pétain ne s'entendent pas forcément, cela va rassurer quelque peu les Anglais, cela va faciliter les choses. Et puis surtout, il y aura la pression, bien sûr, des événements, mais attention, au départ, on parlera plutôt de coordination plutôt que de commandement unique, et les politiques eux-mêmes sont prudents dans cette affaire. Cela dit, Lloyd George, le Premier ministre anglais, n'est pas mécontent d'une évolution dans ce sens, car cela lui permettra de se débarrasser de l'influence du général Robertson, qui est le chef d'état-major impérial avec lequel il ne s'entend pas. Alors, comment les choses vont-elles se passer? En février 1918, il y aura un conseil interallié qui va se réunir, au cours duquel Foch va recevoir une première responsabilité de coordonner l'utilisation des réserves françaises et anglaises, mais on est encore loin d'un véritable commandement unique. Il faudra le poids et la pression des événements, à savoir l'offensive allemande du mois de mars 1918, pour précipiter les choses. Il faut en effet rappeler quelle est la situation en ce début de l'année 1918. L'année 17 a été une année d'épreuve pour les Alliés, l'échec sanglant de l'offensive française du chemin des Dames en avril 1917, les Anglais qui sont encore en convalescence après les énormes sacrifices qu'ils ont dû consentir durant la bataille de la Somme, les sacrifices qu'ils ont consentis également en Flandre. Cela dit, il y a une chose d'acquis, c'est que les discours sur une paix de compromis éventuelle sont maintenant complètement disqualifiés. On se rend bien compte qu'on est dans le dernier quart d'heure, et aussi bien chez Lloyd George à Londres que chez Clemenceau à Paris, eh bien, on entend réaliser l'ultime effort qui permettra la victoire. En effet, à l'Est, les Allemands l'ont emporté à la faveur de la révolution russe. La Russie des bolcheviks a conclu l'armistice de Brest-Litovsk, et puis ensuite a signé la paix de Brest-Litovsk en mars 1918, ce qui va permettre aux Allemands de disposer sur le front de l'Ouest, au moins momentanément, d'une supériorité qui s'annonce extrêmement dangereuse. Cela jouera pour un temps limité, car bien sûr les Américains vont continuer à arriver en quantité considérable, et à terme le rapport de force
force se renversera en faveur des Alliés. Alors c'est dans ces conditions que le Conseil interallié qui se tient les 31 janvier au 2 février 1918 va faire le point des forces disponibles. Il y a 174 divisions alliées disponibles face à 190 divisions allemandes, sachant que cette situation va évoluer, puisque les Allemands, au fur et à mesure qu'ils vont consommer leurs forces, ne seront pas en mesure de les remplacer, alors que du côté de l'entente, l'arrivée massive des Américains va au contraire renverser le rapport de force. Une fois établie cette situation, on sait que les réserves alliées représentent 61 divisions pour faire face aux initiatives que l'on attend du côté allemand. La question, c'est la gestion de ces réserves, et c'est dans le but de les utiliser au mieux qu'est ainsi créé un comité exécutif de coordination des forces anglaises et françaises qui est confié à Foch. Foch qui revient de loin. Au début de 1917, Viviani disait de lui « il n'y a plus rien à faire avec un homme pareil ». Donc apparemment un jugement tout à fait définitif. On était à l'époque du commandement du général Nivelle, et Foch, dont on considérait qu'il avait échoué lors de la bataille de la Somme en 1916, semblait de fait écarté. Cela dit, les choses vont changer ensuite. Pétain devient commandant en chef en mai 1917, après l'échec du chemin des Dames, et Foch devient chef d'état-major de Painlevé, le ministre de la guerre, c'est-à-dire qu'il est le chef militaire au plus près du ministre. Il va jouer un rôle important dans le redressement de l'Italie après le désastre de Caporetto d'octobre 1917, mais cela dit, cela ne remet pas en cause la haute hiérarchie militaire. Pétain est extrêmement populaire dans l'armée, dans la troupe. Le vainqueur de Verdun a réussi, après le chemin des Dames, à panser les plaies de l'armée française. Donc c'est lui qui restera le commandant en chef jusqu'à la fin de la guerre. Mais Foch apparaît à ce moment-là désormais aussi comme un atout qu'il faut exploiter, et c'est la raison pour laquelle il se voit confier cette responsabilité à la tête du comité exécutif pour l'utilisation des réserves françaises et anglaises. Foch, c'est une figure très en vue de l'établissement militaire français de l'époque. Il est né en 1851. C'est un fils de bonapartiste, quelqu'un doué d'un charisme incontestable. C'est Lyautey qui disait de lui: il y a du radium dans cet homme-là. Quelqu'un qui savait s'imposer, entraîner l'adhésion de ses subordonnés, ancien élève des Jésuites, ce qui suscitera d'ailleurs quelques méfiances du côté de Clémenceau, polytechnicien qui a choisi l'arme de l'artillerie. Il est stagiaire à l'école supérieure de guerre de 1885 à 1887, puis revient dans l'institution comme professeur pour des cours de tactique générale et d'histoire militaire entre 1895 et 1901. Il sera même le commandant de l'école supérieure de guerre de 1908 à 1911. C'est à lui qu'on doit la création du Centre des hautes études militaires. Donc une personnalité tout à fait en pointe dans, encore une fois, la haute hiérarchie militaire française. La guerre de 14 va éclater, au cours de laquelle d'ailleurs il perdra un fils, il perdra également son gendre qui sera tué également au combat. Mais en tout cas, c'est une personnalité très en vue à l'époque. Il a mis en forme ces conférences de l'école de guerre dans des ouvrages qui font autorité, des principes de la guerre, de la conduite de la guerre.
C'est un Clausewitzien qui est convaincu de l'importance de la bataille décisive, de la concentration des forces, de la primauté qu'il faut donner à l'offensive, un théoricien de l'économie des forces, de la sûreté de la manœuvre, de l'effet de surprise, de l'attaque du fort au faible, un technicien aussi, un théoricien de l'exploitation de la rupture. Il est tout à fait au fait des nouveautés techniques qui change l'art de la guerre. Il sait l'importance de l'artillerie, l'importance des transports ferroviaires, et il insiste beaucoup aussi sur les forces morales, dans une vision un peu napoléonienne de la guerre. En tout cas, le règlement sur la conduite des grandes unités de 1913 s'inspire en grande partie de ces enseignements. Quand la guerre est sur le point d'éclater, Joffre va lui donner le commandement du 20e corps installé à Nancy. Il fait partie, ce corps, de la 2e armée du général de Castelnau. Et là, au début de la guerre, Foch s'avance un peu vite lors de l'offensive de Morhange, dans le secteur des étangs de Lorraine, qui se conclut sur un échec et sur une retraite précipitée. Son culte de l'offensive, dans ce cas précis, a montré quelque peu ses limites. Cela dit, il va en quelque sorte se rattraper, si l'on veut, entre guillemets, puisque au moment où se livre la bataille de la Marne, il se voit confier par Joffre le commandement de la 9e armée, qui, dans les marais de Saint-Gon, à hauteur de fer champenoise, va stopper les offensives des Saxons de Fronhausen et prendre une part décisive à la victoire de la Marne. Ensuite, il est adjoint du général en chef sur le front des Flandres au moment de la course à la mer en septembre-octobre 1914, puis se voit confier au début de 1915 le commandement du groupe d'armées du Nord. Mais à la fin de 1916, il va connaître une période de purgatoire, car l'échec relatif, mais l'échec tout de même de la bataille de la Somme, lui est de fait en partie imputé. Cela dit, en mai 1917, je l'ai dit, il devient chef d'état-major du ministre Pinlevé, conseiller du gouvernement, et c'est donc tout naturellement qu'au printemps 1918, on va le retrouver aux premières loges. Les politiques sont encore un petit peu hésitants, un petit peu incertains à propos du commandement unique. Clemenceau en France, Nino en Italie reste un petit peu réticent. Mais du côté anglais, Lloyd George fait savoir en février 1918, dans un discours aux communes, qu'il pense qu'après tout, le commandement unique risque de profiter avant tout aux unités anglaises qui risquent d'être les plus exposées. Comme en plus, au même moment, le général Robertson a abandonné le commandement de l'état-major impérial, ça dispose davantage les Anglais à accepter le commandement unique. Les choses maintenant sont urgentes. La paix de Brest-Litovsk, conclue en mars 1918, donne maintenant aux Allemands la possibilité de balancer leurs forces vers l'ouest et de déclencher un effort décisif. Alors déjà, on prévoit du côté français de mettre 17 divisions au service des Anglais si ils sont la principale cible de l'offensive allemande, alors que Haig, du côté britannique, prévoit d'en fournir 6 aux Français si c'est en Champagne que les Allemands produisent leur effort. En mars, une réunion qui se tient à Londres, une réunion alliée, va annuler les décisions prises début février. On finit par penser que finalement la simple entente entre Haig et Pétain, entre le commandant anglais et le commandant français suffira, parce que finalement on se méfie quand même du tempérament jugé un peu trop offensif de Foch. Mais tout ça va être balayé, tout ça va être bousculé avec le déclenchement de l'offensive allemande, le 21 mars 1918, à la charnière des fronts français et anglais, sur la direction Péronne-Amiens. Eh bien, l'armée allemande lance un premier coup de boutoir terrible contre le front allié. L'armée anglaise de Cook vacille dans le secteur entre Noyon et Montdidier. Il faut l'intervention du général Pellet
à la tête du 5e corps de la 3e armée française pour venir rétablir un temps la situation. Le général Fayolle se voit confier le commandement des 1e et 2e armées françaises pour justement assurer le soutien nécessaire aux Anglais, mais les Allemands avancent. Et le 22 au soir, Haig appelle Pétain au secours. Alors, Pétain va donner des ordres en précisant quand même qu'il convient avant tout de couvrir Paris et de maintenir, si possible, la liaison avec l'armée anglaise. Donc le calcul de Ludendorff était bon. Les deux armées risquent d'avoir des priorités différentes, ce qui va permettre éventuellement d'élargir la brèche. 23, Haig et Pétain se rencontrent. L'Anglais veut 8 divisions françaises de plus, alors qu'il en a déjà 12 qui sont venus se mettre à son service. Pétain refuse car il craint une mauvaise surprise en Champagne. Foch, le 24 au soir, réclame un organe directeur de la guerre. Du côté anglais, c'est l'inquiétude, voire le découragement qui semble s'imposer, si l'on en croit le témoignage du général américain Pershing. Finalement, on décide de la réunion d'une conférence à Doullens le 26 mars. Doullens, petite ville de Picardie. Conférence au cours de laquelle Pétain fait le point de la situation, considère que la menace semble écartée en Champagne dans l'immédiat et que donc il va pouvoir mettre des divisions supplémentaires au service du front anglais. Les Anglais ont déjà reçu 16 divisions, ils en auront en tout 24 qui viendront les soutenir dans leur effort défensif face à la poussée allemande. Évidemment, ces divisions françaises, elles seront remplacées dans leur secteur du front par des divisions américaines encore peu aguerries, mais qui vont venir les remplacer. Alors Haig est assez anxieux, ne cache pas son inquiétude lors de cette conférence. Foch, lui, tient un langage extrêmement combatif, extrêmement décidé, et à l'issue, c'est lui qui se voit confier la tâche de coordonner l'action des armées alliées. Alors que rien n'est encore gagné, car la pression allemande demeure, les attaques allemandes, dans le cadre de cette première offensive de Ludendorff, vont durer jusqu'au 1er avril. Les choses, cependant, vont être surmontées, la crise va être surmontée, Foch conçoit le plan, Pétain fournit les moyens, les réserves françaises qu'il avait pris soin de mettre en place pour éventuellement avoir à les engager, et c'est Fayolle qui exécute finalement le plan. Les choses donc sont rétablies. La 3e armée britannique, qui était particulièrement menacée, se voit en quelque sorte tirée d'affaire par l'intervention des Français, qui se déploient notamment entre l'Oise et l'Avre. Et la premier coup de boutoir allemand se conclut finalement sur un échec relatif, puisque les Allemands ont fait quelque chose comme 80 000 prisonniers et ont été arrêtés finalement devant Amiens. Cette première offensive s'arrête, les Allemands donc ont donné un premier coup de boutoir, ont lancé un premier test, mais les choses s'annoncent inquiétantes pour la suite, et le 3 avril, à Beauvais, eh bien, Foch reçoit le commandement en chef, cette fois, des armées françaises, anglaises et américaines. On ajoute ce qui reste de l'armée belge le 5 avril, et le 1er mai, ce sont les Italiens même qui sont mis aux ordres également du général Foch. Il était temps, car le 9 avril, les Allemands lancent une nouvelle offensive entre Armentières et La Bassée, en Flandre cette fois, là, contre les Anglais, en qui ils voient le ventre mou du front occidental. Là encore, Foch va déplacer des réserves pour soutenir le front anglais. Mais les Allemands vont ensuite, à la fin du mois de mai, lancer une nouvelle offensive sur le chemin des Dames, cette fois, contre les Français qui ne les attendaient pas là. L'effet de surprise joue à plein. Les Allemands sont de nouveau sur la Marne au bout de quelques jours. Et il faudra, entre le 15 et le 21 juillet, la grande bataille tournante de cette année 1918. Les Allemands font un nouvel effort dans le secteur de la Marne à partir du 15
juillet, mais ils sont attendus et Pétain réalise une manœuvre défensive-offensive qui voit Mangin, à partir de la forêt de Villers-Cotterêts, le 18 juillet, renverser la situation au profit des armées alliées. Ensuite, c'est Foch qui est à l'initiative, hein, et là, son esprit offensif qu'on lui a parfois reproché va évidemment jouer à plein, hein, et il va, en plusieurs coups de boutoir successifs, refouler les Allemands pour les contraindre finalement en novembre à l'armistice. Une victoire que l'on peut attribuer, ce qui a été fait évidemment à l'esprit offensif de Foch, mais une victoire dont les moyens ont été fournis par Pétain. L'esprit de la victoire, c'est Foch, l'armée de la victoire, c'est Pétain. Foch est fait maréchal de France le 6 août à son quartier général du château de Bonbon. Quand la victoire se profile en novembre contre Pétain, il est partisan de l'armistice tout de suite et obtient gain de cause. En revanche, au niveau de la discussion des conditions de la paix, il déplore que l'on n'ait pas installé une véritable frontière militaire durable sur le Rhin pour garantir la sécurité de la France. Il va mourir ensuite en 1929, quelque temps avant la disparition de Joffre, mais c'est lui qui, en 1919, lors du défilé de la victoire, apparaît comme le grand vainqueur du conflit à la tête des armées alliées. J'accueille aujourd'hui Robin Terrasse qui vient de publier aux éditions Dominique Martin-Morin un ouvrage intitulé La mémoire assiégée, avec un sous-titre « Histoire, identité et propagande culturelle ». Alors voilà un ouvrage du plus haut intérêt et qui revient dans un survol tout à fait ambitieux et réussi sur l'histoire de l'Europe. C'est l'occasion de remettre à jour un certain nombre de choses, de faire le point sur un certain nombre de débats, et ça va nous fournir la matière de notre entretien. Pour donner le ton général de cet ouvrage, je vous lis les quelques lignes qui sont au verso de celui-ci. Les Européens sont des survivants, mais ils ont oublié l'histoire de cette survie. L'explorer, c'est partir à la rencontre de soi-même. C'est révéler le récit de la résistance de nos ancêtres aux invasions, mais également s'emparer des clés pour comprendre les causes de la non-transmission de cette mémoire. Notre mémoire collective influe sur nos représentations et par extension sur nos valeurs et nos choix. Les souvenirs historiques constituent ainsi un enjeu vital. Ils participent à définir notre identité profonde, alors que la propagande culturelle qui sévit en France présente nos ancêtres comme des grands bourreaux de l'histoire. La redécouverte des luttes séculaires de notre continent réveille notre esprit critique. Les Européens ont passé davantage de siècles à se défendre des invasions qu'à envahir. Mais alors, pour quelles raisons ne le savons-nous pas ? Voilà donc un programme pédagogique du plus haut intérêt. Et effectivement, cet ouvrage, Robin Terrasse, je précise au passage que vous êtes un spécialiste dans le domaine de la guerre économique, mais que vous êtes par ailleurs un passionné d'histoire. Cet ouvrage, il revient donc sur l'histoire de notre continent, sur toutes les menaces qu'il a eu à affronter. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'a été, ce que fut sa fragilité en de nombreuses périodes du passé. Et dans la dernière partie, il y a une analyse tout à fait personnelle et tout à fait originale des raisons qui expliquent l'enfouissement d'une mémoire qu'il serait au contraire nécessaire de cultiver. Alors vous commencez votre enquête en fait avec les guerres médiques, avec cette Grèce des cités qui apparaît minuscule sur la carte, et puis quant au poids démographique par rapport au gigantesque empire achéménide, l'empire perse, qui s'étend des rives de l'Égée jusqu'aux rives de l'Indus. Et alors, ces guerres médiques
quelles leçons en tirer? Eh bien, la première leçon, c'est que les invasions et les tentatives de colonisation contre l'Europe sont très anciennes. Donc ça commence avec les Perses, 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça continuera tout au long de l'histoire européenne et ça ne prendra plus ou moins fin que jusqu'au début du XXe siècle, avec l'effondrement de l'Empire ottoman. Donc c'est une très longue histoire de défense contre les colonisations. Et un point important qui émerge avec les guerres médiques, c'est que très souvent les Européens seront en infériorité numérique totale contre les assauts extra-européens, mais que malgré tout, ils trouveront en eux la force de résister à travers les siècles, parfois dans la peine, avec des colonisations successives, des refoulements, mais qu'ils arriveront petit à petit à repousser tous ces assauts jusqu'à la période de conquête que l'on connaît, la colonisation européenne. Ouais. Oui, parce que là, vous inversez un petit peu les rôles. Là. C'est ça qui est très intéressant dans votre ouvrage, parce que aujourd'hui, on nous vend l'histoire, en fait, de l'hégémonie européenne sur le monde, qui est née du décloisonnement du monde que les Européens opèrent avec les grandes découvertes au XVe, XVIe siècle. C'est le point de départ des expansions coloniales que l'on sait dès le XVIe siècle, et puis ensuite avec le XIXe, où l'Europe domine l'ensemble du monde. On sait tous les discours qui ont été tirés de ces réalités historiques, discours de culpabilisation concernant la colonisation, concernant l'esclavage, la traite négrière, etc. Alors là, vous nous dites, pour commencer, oui, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est l'Europe qui a été en position d'assiégé, en position menacée par rapport à diverses tentatives d'invasion, de submersion, qui finalement ont été contenues. Et alors, effectivement, le cas des guerres médiques est assez exemplaire. Hein. Guerre médique, c'est un petit peu le mythe fondateur de Léonidas aux Thermopyles, hein, où les hommes des cités grecques vont se défendre pied à pied et finalement victorieusement contre l'immense empire perse. Ça va rester pour très longtemps dans la conscience, dans la tradition des Européens, effectivement, comme un moment fondateur de leur identité. Mais cette menace perse, elle a été contenue. Elle va être ensuite annihilée par l'extraordinaire aventure d'Alexandre le Grand, alors qui est un conquérant, certes, mais un conquérant qui va dilater l'hellénisme jusqu'aux dimensions de l'Asie. C'est quelque chose que l'on oublie trop souvent. Hein. Le monde grec va trouver une extension jusqu'au bord de la Moudaria, jusqu'aux frontières des Indes. C'est un élément là de conquête, certes, mais aussi de civilisation, d'acculturation tout à fait extraordinaire. Alors ensuite, si l'on avance au cours de l'histoire, il y a une période d'invasion qui apparaît plus ambiguë quant à son interprétation. Ce sont les invasions qui vont sceller au Ve siècle le sort de l'Empire romain. Car en fait, ce que l'on a constaté là, c'est que les barbares qui viennent pour l'essentiel du monde germanique, ces barbares, certes, vont contribuer à l'effondrement de Rome, mais vont donner à l'Europe, en quelque sorte, un nouveau souffle, une nouvelle vitalité, dans la construction d'une synthèse nouvelle, qui est ce que l'on va appeler, un terme d'ailleurs discutable, mais ce qu'on va appeler globalement le Moyen-Âge. On va appeler le millénaire médiéval. Hein. Mais par ailleurs, or, cet épisode qui assure en quelque sorte la transition entre l'Antiquité tardive et puis l'apogée médiévale qui débute au lendemain de l'an 1000, l'Europe doit compter aussi avec de nouvelles menaces et de nouvelles menaces extrêmement sérieuses. Donc effectivement, on a les Huns qui arrivent en Europe. Ça, c'est un épisode qu'on connaît quand même assez bien. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'après l'effondrement des Huns, pendant encore plusieurs siècles, on aura des hordes turco-mongoles qui viendront à travers les steppes asiatiques, qui pendant vraiment plusieurs siècles créeront des empires, des royaumes au cœur de l'Europe. Et cette histoire-là est assez méconnue. C'est une histoire de colonisation, de prédation, de traite contre les Européens. Et à travers ces ensembles d'empires turco-mongols, d'empires asiatiques au cœur de l'Europe, on va avoir une déromanisation, notamment en Europe centrale et en Europe de l'Est, qui provoquera par la suite une réhellénisation.
pour compenser, et une cassure européenne qui commence à émerger à cause de ces invasions. Donc on vit à travers l'histoire ensuite les restes de ces cassures historiques provoquées par les invasions en Europe. Alors il y a, vous évoquez là les invasions turco-mongoles qui ont été effectivement redoutables. Hein. Vous avez évoqué le cas des Huns qui ont bousculé d'ailleurs les populations germaniques et contribué indirectement à l'effondrement de l'Empire romain. Il faut compter aussi, ces populations venues du monde des steppes, hein, avec la menace arabo-musulmane à partir du 7e, 8e siècle, et qui va constituer contre l'Europe affaiblie, hein, une Europe qui est sortie de la vieille civilisation romaine, et qui va constituer une menace majeure. C'est ça. En fait, après des siècles d'affrontements entre l'Empire perse et l'Empire byzantin, les deux empires vont s'affaiblir, et à ce moment-là précis, les populations arabes vont sortir d'Arabie et vont, en un siècle, se propager au Moyen-Orient, conquérir toute l'Afrique du Nord, conquérir l'Espagne et conquérir une partie du sud de la Gaule. Et par la suite, pendant plusieurs siècles encore, on va avoir des croisades, des reconquêtes, parce que c'est la même chose en fait qu'une croisade et une reconquête, pour reconquérir le sud de la Gaule, l'Espagne et les territoires méditerranéens, la Sicile par exemple. Et c'est typiquement dans ce genre d'exemple qu'on peut voir l'enjeu de la mémoire par rapport à l'histoire. Parce que, par exemple, dans nos livres scolaires, on va souvent nous parler de 732, bataille de Poitiers, fin de l'invasion, point final, et on passe à autre chose. On a un événement historique, mais on ne va pas nous donner de détails. On ne va pas nous parler des prédations, des traites, des luttes de conquête, de reconquête, de la tragédie des populations locales. On ne va pas nous donner des souvenirs historiques précisément, on ne va nous donner que des faits. On ne va pas nous donner de témoignages, d'émotions. Et c'est là tout l'enjeu entre une histoire racontée de façon neutre et une mémoire où on transmet des sentiments. Et ce sont ces sentiments qui vont nous permettre d'incorporer une identité historique, une mémoire historique, et qui vont plus facilement réémerger. Oui, alors vous évoquez là une question ô combien sensible avec cette fameuse bataille de Poitiers de 732 qui fait l'objet, comme vous le savez, aujourd'hui de toutes les critiques et de toutes les remises en cause, parce que elle est évidemment contradictoire avec le vivre ensemble que l'on cherche à établir aujourd'hui avec des populations musulmanes. On va même beaucoup plus loin puisque on insiste sur la part musulmane de l'héritage gaulois ou français telle qu'elle s'établit à l'époque, ce qui est évidemment parfaitement farfelu. Hein, la bataille de Poitiers, bien sûr, est une réalité historique, et elle va être suivie d'ailleurs de nombreuses années de lutte. C'est seulement Pépin le Bref qui va réussir à chasser les envahisseurs de Septimanie, notre actuel Languedoc, et on sait, vous l'évoquiez indirectement tout à l'heure, comment à partir de positions sur le littoral méditerranéen, à partir de bases en quelque sorte d'où il était possible de lancer des raids de pillage, les musulmans ont constitué une menace encore pendant longtemps. C'est au Xe siècle seulement que la base de Fraxinetum, la garde Freinet, à côté de Saint-Tropez, a finalement été anéantie, alors que depuis cet endroit, vous aviez des raids jusque dans la vallée du Rhône, jusque dans le Valais, jusqu'en Suisse, pour ne rien dire de ce qui se passait en Italie à l'époque, qui était soumise aux raids sarrasins. Donc, il y a là une longue histoire de lutte, de libération, qui, alors, en plus, est beaucoup plus importante dans la durée et dans l'espace, dans le cas
cas de la péninsule ibérique, puisque c'est seulement au XVe siècle, avec la reprise de Grenade, que la péninsule ibérique sera complètement libérée de la domination musulmane. Une domination que l'on a cherché à nous vendre pendant très longtemps comme correspondant au fameux paradis d'Al-Andalus. Je renvoie au livre récent de Séraphine Van Roel, paru aux éditions de l'Artilleur, qui constitue une démolition en règle réalisée par un des meilleurs spécialistes de la question de toute cette mythologie. Mais ça, c'est effectivement, c'est ce qui vous préoccupe et ça me paraît essentiel. C'est effectivement un enjeu mémoriel de toute première importance. Ne pas subir passivement les mensonges, les mythes que l'on cherche à nous imposer et retourner à la réalité de l'histoire telle qu'elle fut. Or, cette histoire, en ce qui concerne l'islam, c'est l'histoire d'une lutte qui a été l'élément dominant pendant très longtemps. Il y a eu bien sûr des échanges, il y a eu des influences réciproques, dont certaines utiles et positives. C'est absurde de le contester, mais c'est le conflit qui a été l'élément dominant en fait pendant des siècles. Alors il y a eu la menace arabo-musulmane, mais vous l'évoquez aussi dans un deuxième temps, il y a la menace turque et plus précisément ottomane. Oui, parce que finalement, au fil des siècles, les Européens ont plutôt réussi à repousser cette invasion arabo-musulmane. Les Byzantins ont reconquis plusieurs terres au Moyen-Orient, dans les terres romaines d'Orient. Puis viennent les Turcs. Et les Turcs vont reprendre le djihad musulman à leur compte, plus efficacement finalement. Et ils vont avancer dans les terres romaines d'Orient jusqu'à menacer Constantinople. Et c'est justement cette menace qui provoque un nouvel appel aux croisades du pape Urbain II. Et ce qui est intéressant justement avec cet appel à la croisade, si l'on prend d'un point de vue historique purement subjectif, on va parler de la croisade au Moyen-Orient comme étant une forme d'agression, parce qu'on va axer uniquement sur cet épisode. Mais si on prend l'ensemble du récit européen, l'ensemble de la lutte contre les invasions, on voit qu'en fait il y a une continuité totale, que quelques années avant l'appel à la croisade en Terre Sainte, il y a l'appel à la croisade en Espagne. En Espagne, tout à fait. Donc les croisades sont des reconquêtes et vice-versa. Bien sûr. Il y a des appels à la croisade en Italie. Les Normands se battent en Italie, les Byzantins se battent en Italie contre les invasions musulmanes. Et plusieurs chevaliers vont incarner cette continuité, puisque vous pouvez avoir des chevaliers français qui vont d'abord se battre pendant plusieurs années en Espagne, puis aller en Terre Sainte, au Moyen-Orient, de même que des Normands qui, après s'être battus en Italie, vont aller se battre au Moyen-Orient. Donc il y a vraiment une continuité totale. On ne peut pas séparer les deux, et c'est l'intérêt de découvrir un récit global de l'histoire européenne. D'établir une continuité pour donner du sens à la longue durée de ce conflit. Alors comme vous l'avez dit, c'est intéressant à signaler, l'Empire d'Orient, l'Empire byzantin, avait entamé à l'époque de la dynastie macédonienne une reconquête des territoires perdus en Orient, qui d'ailleurs avançait assez bien, notamment en Syrie. Et c'est l'irruption des Turcs seldjoukides dans l'est de l'Empire byzantin, c'est la fameuse défaite de Manzikert en 1071, qui fait que cette reconquête byzantine se trouve complètement stoppée. Les Turcs reprenant à ce moment-là l'étendard de l'islam, du djihad, en relais d'un monde arabe qui s'était en quelque sorte épuisé au bout de quelques siècles. Et ce péril ottoman, il est extrêmement dangereux, puisque, en gros, lui, c'est à l'époque moderne qu'il exerce la pression maximale sur l'Europe. C'est la conquête des Balkans, c'est le sac d'Otrante à la fin du XVe siècle, ce sont les batailles d'arrêt considérables qu'ont été la défense de Malte au
XVIe siècle, la victoire de Lépante, quelques années plus tard, la défense de Vienne. Il faut attendre la fin du XVIIe et puis l'échec ottoman devant Vienne pour que la reconquête, notamment de la Hongrie, puis ensuite du nord des Balkans, commence à s'opérer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut attendre en fait le début du XXe siècle pour voir disparaître purement et simplement cet empire ottoman qui a donc occupé pendant 5 siècles, un demi-millénaire, pratiquement la péninsule balkanique. Il faut attendre le réveil des nationalités au prix de moult sacrifices. Grecs, Bulgares, Serbes vont réussir à s'émanciper de cette tutelle ottomane. Alors donc, votre livre revient sur toute cette histoire, montre ce qu'ont été les défis que les Européens ont dû surmonter pour défendre à la fois leur territoire, leur identité, leur intégrité. Mais dans votre livre, vous vous arrêtez également sur les raisons idéologiques, en quelque sorte, qui ont fait que tout ce passé s'est trouvé remis en question, qui ont fait que, quelque part, les Européens ont oublié ce qu'ils étaient et les épreuves qu'ils avaient dû subir, les sacrifices qu'ils avaient dû consentir pour demeurer eux-mêmes. Et alors, quelles ont été les étapes de cet oubli, de cet effacement dont on voit les conséquences aujourd'hui ? Alors, il y a un principe avec la mémoire officielle d'un pays, quelle qu'elle soit, c'est qu'une mémoire historique découle toujours de valeurs. Oui. Puisque la mémoire, l'histoire est entre guillemets neutre, mais puisque la mémoire est un processus de sélection et d'oubli de certains événements historiques, on fait nécessairement des choix en termes de valeurs, en termes de messages, et donc si l'histoire est, on peut parler d'une science, entre guillemets, la mémoire, elle, est une construction politique, une construction sociologique, et par conséquent, le prisme idéologique va toujours influer sur la mémoire, parce que, disons que toute valeur a besoin de son propre récit pour se légitimer. Donc on ne peut pas comprendre le récit historique actuel, la mémoire actuelle, sans comprendre l'idéologie dans laquelle on vit. Et cette idéologie, notamment l'idéologie du métissage, qui vise à penser que l'Europe doit se régénérer avec l'étranger, que les migrations apporteraient un regain à l'Europe qui mettrait fin à des siècles de prédation contre le monde, de prédation de l'identité européenne dévastatrice, de l'Européen bourreau, est porté par un récit qui montre précisément cet Européen bourreau, finalement. Donc ça explique pourquoi on va toujours mettre en avant l'Européen qui a servi, qui colonise, qui esclavagise, et jamais les événements inverses. C'est pour cela que se réapproprier une mémoire différente de celle qu'on nous propose, une contre-mémoire en quelque sorte, est nécessaire pour envisager une contre-politique, finalement. Et alors, quelles sont les origines, justement, de cette autodestruction de la mémoire européenne ? Quels sont, justement, les éléments d'idéologie qui ont fait qu'on en est arrivé à la situation actuelle ? Alors, en fait, la deuxième partie du livre est un peu menée comme une sorte d'enquête, dans le sens où on veut comprendre quelle est l'idéologie actuelle, l'idéologie du métissage, quel est son cœur réel. Pour cela, il faut comprendre ce qu'est réellement une idéologie moderne. Et à la base, ça part d'une intuition d'Albert Camus, qui, à travers ses ouvrages, Le mythe de Sisyphe ou L'homme révolté, a l'intuition de dire que, en gros, toute mise à mort philosophique de Dieu entraîne la déification de concepts. Et donc finalement, quand on touche à l'idéologie moderne, on touche au rapport au sacré. Et donc pour comprendre réellement ce qu'est une idéologie moderne, il faut comprendre ce qu'est le sacré, et donc comprendre l'histoire du sacré en Europe. Et donc c'est cette histoire du sacré en Europe qui est traitée en deuxième partie, qui évolue jusqu'aux idéologies modernes. Quels sont les éléments anthropologiques des idéologies modernes jusqu'à aujourd'hui. Et alors on se rend compte qu'il y a... je ne peux pas parler de tous les éléments, parce que, bien sûr. Mais, vous démarrez avec les Lumières, en gros. Voilà, un peu avant par rapport aux sacralités archaïques. Oui. Mais si on résume, c'est par exemple ce qu'avançait le philosophe René Girard par rapport à la mécanique sacrificielle. Dans toute sacralité, il y a une forme de régénérescence à opérer,
C'est l'idée que depuis l'aube de l'humanité, le monde est en dégénérescence, il faut donc le régénérer continuellement par des rites, par des sacrifices. Le sacrifice, durant les temps archaïques, c'est plutôt trouver où est le mal, le porteur du mal, et soit le sacrifier, l'immoler ou l'expulser de la communauté pour la régénérer. Avec le christianisme, on va avoir une révolution de la sacralité, puisque dans le christianisme, c'est Dieu lui-même, le Verbe de Dieu, qui s'incarne et qui s'offre en sacrifice à l'humanité pour acheter les péchés. Et donc, par conséquent, comme l'explicite René Girard, on a la destruction des sociétés archaïques par ce phénomène, puisque si Dieu s'incarne en un homme et s'offre en sacrifice, et que le monde est racheté, ça veut dire que tous les autres sacrifices, passés, présents ou dans l'avenir, sont faux, puisque le sacrifice de la croix est censé être le seul véritable. Et donc, on a l'émergence d'une société post-sacrificielle, et donc de l'Europe, de la réelle Europe moderne, finalement. Or, ce qu'on va observer, c'est qu'à partir, un peu avant, mais ça éclot vraiment dans les Lumières, la déchristianisation progressive de l'Europe va entraîner une réactivisation des logiques archaïques, des sacralités archaïques, et donc la recherche de nouveaux éléments de régénération, la recherche de nouveaux capteurs du sacré. Où est le sacré? Qui peut le capter? Que faut-il régénérer? Et que faut-il sacrifier et donc purger pour retourner à une situation antérieure d'origine du monde à recréer? Et donc ce phénomène-là, on le retrouvera dans la Révolution, qui est en partie une révolution religieuse, du coup, avec le sacrifice du roi pour régénérer la société. Les révolutionnaires avaient une vraie logique spirituelle. Par exemple, Robespierre a cru bon de redéclarer officiellement que l'homme avait été doté d'une âme immortelle. Donc il y a des débats théologiques dans la Révolution, c'est assez intéressant. Et finalement, tous ces débats-là vont se retrouver dans toutes les idéologies modernes. Le thème du capteur, pour certains, ce sera la race, pour d'autres, ce sera le parti, la nation. La classe sociale. Oui. C'est ça, le marché. Une société à régénérer et des éléments à purger. Et ça, c'est beaucoup l'histoire du 19e et du 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'il faudrait purger aujourd'hui, c'est le sentiment identitaire, donc. Eh bien, finalement, par le passé, l'idée de créer un homme nouveau a été extrêmement liée à l'idée de ce qu'on appelait la race blanche, qui était dotée idéologiquement d'une supériorité. Et par conséquent, l'effondrement de tous les mythes du 19e et du 20e siècle, des mythes idéologiques, des sacralités antérieures, va provoquer un transfert vers son opposé, puisqu'il y a un principe en anthropologie religieuse qui est que tout ce qui entraîne une désacralisation est sacralisable. Voilà. Le blasphème est sacré, puisque seule une puissance sacrée est censée pouvoir s'opposer à une puissance sacrée. Donc tous les opposés des sacralités antérieures vont être promus. On va passer d'un 19e et d'un 20e siècle où on mettait en avant la pureté raciale à une deuxième partie du 20e siècle et jusqu'à nos jours, où on va prôner une idéologie du métissage qui est censée elle aussi régénérer l'humanité. Mais dans les deux cas, on assiste à une idéologie matérialiste, scientiste et raciale finalement. Et c'est cela qui est intéressant de voir, c'est que les gens qui prônent l'immigration et l'idéologie du métissage aujourd'hui sont les héritiers d'une sacralité archaïque et les héritiers de 2 siècles d'idéologie qu'ils condamnent par ailleurs. C'est le paradoxe. Eh bien, voilà des perspectives tout à fait intéressantes et tout à fait originales, comme quoi l'étude et la réflexion sur l'histoire, ça permet d'ouvrir des horizons extrêmement riches, extrêmement nouveaux. Je recommande donc ce livre de Robin Terrasse, La mémoire assiégée, Histoire, identité et propagande culturelle, aux éditions Dominique Martin-Morin.